sera beau, ce sera la terre. Il n'y aura plus de militaires. Il n'y aura plus de désert. Il n'y aura plus jamais de guerre. Les gens de tous les pays, jaunes, noirs et blancs unis, en se tenant par la main, auront supprimé la faim. Ce sera beau, ce sera la terre. Il n'y aura plus de militaires. Il n'y aura plus de désert. Il n'y aura plus jamais de guerre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission francophone qui s'adresse aux quatre coins du monde. Je vais parler de Kama, l'Afrique, l'Océanie, le Québec et l'Europe. Alors, c'est une émission en 10 épisodes où nous présentons un nouveau modèle politique qui a pour objectif de faire de la planète Terre un paradis pour tous les humains sans exception. Ce modèle politique s'appelle le paradisme. Le paradisme, un système sociopolitique basé sur l'amour, le progrès scientifique, le partage, la guidance humanitariste et le bonheur, suscite un intérêt croissant dans le monde entier. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de cette philosophie et en apprendre davantage sur son application pratique et ses implications à venir. Alors, le mois dernier, nous avons commencé à évoquer le premier pilier, l'amour. Vous pouvez voir ou revoir cet épisode sur YouTube. Et ce matin, nous allons continuer avec le deuxième épisode au titre évocateur, ou pas d'ailleurs, tellement ces deux mots ne sont pas associés, un peu d'amour en politique. Nous possédons toutes les ressources pour réussir à bâtir un paradis sur Terre. Il nous manque en politique juste l'ingrédient que l'on appelle l'amour. Ce thème amour est pourtant présent dans toute l'histoire de l'humanité. Une histoire qui ne vient ni d'une évolution due au hasard, ni d'un Dieu immatériel ou omnipotent. Nous sommes le fruit de la création scientifique et artistique d'une civilisation extraterrestre donc, qui a 25 000 ans d'avance scientifique et qui a créé toute vie sur Terre, de l'organisme monocellulaire à l'homme. Et cet homme, ils l'ont fait à leur image et à leur ressemblance, donc avec amour et capable d'aimer. Ces extraterrestres ont été pris pour des dieux, forcément, ou pour Dieu, car les hommes ne pouvaient pas comprendre. Et remarquons que dans la Bible originelle, ils sont appelés Elohim, ceux qui sont venus du ciel, mais c'est un mot qui a été injustement traduit par Dieu. Amour encore, quand ces créateurs scientifiques décident de laisser les hommes progresser par eux-mêmes, ils quittent la planète Terre après y avoir vécu des milliers d'années et y avoir eu des enfants. Et ensuite, pour ne pas laisser l'humanité vagabonder par elle-même, il décide de lui envoyer des prophètes pour l'aider à passer les étapes difficiles de son avancée. Donc, ce sont des prophètes que l'on connaît, Moïse, Jésus, Bouddha, Mahomet, etc. L'une de ces étapes cruciales, c'est l'arrivée de l'humanité dans l'ère de la science en 1945, avec la découverte de la manipulation de l'atome. Et là, ça commence avec un gros boom, avec le largage de la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki. Alors à ce moment-là, les Elohim décident, encore une fois par amour, d'aider l'humanité à faire les bons choix et à utiliser la science de manière positive et décident de lui envoyer leur dernier prophète, Raël, en 1973. Raël reçoit la mission de révéler à l'humanité son origine scientifique pour qu'elle comprenne qu'elle a été créée scientifiquement, donc, et qu'elle comprenne sans mysticisme. Et sa deuxième mission, c'est de créer une ambassade pour accueillir les Elohim, nos pères de l'espace. Alors seulement les Elohim ne viendront que s'ils ne se sentent pas menacés, si les hommes veulent les accueillir en toute connaissance de cause et avec amour. Et pour cela, ils nous donnent encore un petit coup de pouce. Alors ils nous disent, si nous ne pensons pas encore que nous pouvons vous donner notre héritage scientifique, nous pensons que nous pouvons vous donner sans danger notre bagage politique et humanitaire. Si ce dernier ne vous permet pas de menacer votre planète, il vous permettra d'être plus heureux sur la Terre et grâce à ce bonheur, de progresser plus vite. Donc ce bagage scientifique et politique, vous l'avez compris, c'est le paradisme. Donc un héritage
et un phare pour l'humanité pour l'amener à devenir une civilisation pacifique de l'espace. Donc, nous allons en parler ce matin avec nos invités. Et là, je laisse Jean-Pierre développer ça. L'amour en politique. L'amour en politique. Merci Marilyn, c'est super, c'est un beau titre. C'est quoi l'amour dans le cadre de l'action politique? Est-ce que ça existe vraiment aujourd'hui? On va en parler, ça va être amusant. Mais tu as parlé de quelque chose d'important justement tout à l'heure en disant que les Elohim ont envoyé de temps en temps à des moments cruciaux des messagers. Alors rappelons un petit peu pour justement comprendre ce contexte, cette notion d'amour qu'ils ont eu pour nous et en fait comment nous pourrions comprendre en fait ce que c'est que l'amour. De tout temps, des guides ont été envoyés par nos créateurs, par les Elohim, donc, et nous ont apporté donc des principes de base pour nous-mêmes les humains, hein, et pour faire en sorte que notre humanité devienne vraiment une humanité. Parce que nous ne sommes pas encore vraiment une humanité. Nous sommes encore un peu quelque part des barbares, hein, qui progressons, c'est vrai, mais on a encore des comportements et des attitudes euh, à remettre un peu en question. Le guide du peuple du livre, qui était envoyé par les Elohim aux Hébreux il y a très longtemps, disait une chose importante. Tu ne tueras pas. Tu ne voleras pas la terre et la maison de ton voisin. Premier principe, c'est important. Un autre, en Asie, a enseigné de ne pas s'attacher aux choses qui risquent de nous rendre prisonniers. Un autre encore, qui a été lui lâchement assassiné pour exercice illégal de la vérité, a enseigné: aimez-vous les uns les autres et aime ton prochain comme toi-même, comme toi tu aimerais être aimé. Plus près de nous, on a un autre prophète encore qui lui avait un message qui était de utilise la science pour comprendre les choses et pour ne pas te tromper dans les choix. Et puis dernièrement, là, cette année, tu en as parlé, enfin cette année, ce siècle-ci, en 1973, tu en as parlé, Marilyn, on a un dernier envoyé qui, lui, est le porte-parole des Elohim, mais il amène un message qui est salvateur pour l'individu et pour la société humaine, et surtout pour l'aider à entrer dans le cercle des civilisations humaines de l'univers, des civilisations hautement évoluées. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Mesure bien chaque chose, pensez par l'action et les conséquences possibles de tout cela. Mesure-le bien par 4 niveaux. L'infini, premier niveau. L'infini, c'est-à-dire sache relativiser les choses, les mettre à leur juste niveau, et puis cela avec amour. Le deuxième point, c'est utilise les conseils des Elohim, des créateurs, qui eux ont réussi les passages difficiles de la progression dans la vie, hein, pour essayer de prendre modèle là-dessus. Puis si tu ne peux pas, prends au moins les droits de l'homme qui vont être quelque chose, des éléments qui vont t'aider à faire avancer ton humanité vers le stade d'humanité. Ils nous disent aussi, tout ce que tu penses, tu dis et fais en sorte que ça soit quelque chose qui élève le niveau de la conscience de la société. Et puis pour l'individu lui-même, fais en sorte que tout ce que tu penses, que tu dis, ce que tu fais, avec les conséquences qu'il y a derrière, ça élève ton propre niveau de conscience, hein, pour toi-même. Qu'est-ce que c'est que ces conseils? Bien, est-ce qu'on peut appeler ça des clés d'amour? Euh, Moi, je pense que oui. Alors, je vais présenter donc 2 intervenants, dont un que vous connaissez déjà, Ananta, et puis Chilik. Ananta qui va représenter la francophonie européenne, et puis Chilik qui va représenter la francophonie de Kama, d'Afrique. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, les amis, de l'amour déjà, et puis notre société aujourd'hui? Dans quoi baigne-t-elle? Est-ce que cet amour est là, est bien présent? Est-ce que on a réussi à suivre les conseils de ces envoyés que les Elohim nous ont adressés avec toutes ces belles phrases et toutes ces belles orientations? Où en est-on aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour encore améliorer et aller vers le rêve des Elohim? Chilik, par exemple. Bonjour à tous. Heureux d'être avec vous donc ce matin ou ce midi. En tout cas, ça dépend de là où on est. Ici, il est midi. Et donc, un thème qui est hyper intéressant, mais aussi
d'actualité, hein, avec tout ce qui se passe à travers le monde, sur le continent africain, en Europe, avec l'Ukraine, au Moyen-Orient, etc. L'amour en politique. On aurait pu dire l'amour tout simplement, hein, parce que, je le dis souvent, l'amour, un concept assez grand, mais qu'on interprète le plus souvent, c'est-à-dire qu'on galvaude, puisque finalement, c'est de ramener les choses à leur plus simple expression. L'amour, c'est quoi? Les messages réels disent, c'est donner, tout simplement. On pourrait dire, c'est partager, tout simplement. Et dans les piliers de, du paradisme, il y a effectivement le partage, il y a l'amour, il y a aussi le progrès. Le progrès, ce serait quoi? Euh, une civilisation où il y a tous les gadgets du monde, mais où les gens s'étripent avec ces mêmes gadgets. C'est quoi une civilisation? C'est quoi une humanité? C'est toutes ces choses-là, j'allais dire, qu'on regarde pour gérer une société. Parce que la politique, c'est donc de gérer la société et de la conduire vers ce qu'elle doit être, une civilisation. Alors moi, je regarde les choses, partons un peu de ce que nous sommes, fondamentalement. D'abord, les animaux. Les animaux, donc des moutons, des lions, des cabris. Et quand on regarde le monde animal qui n'a pas la conscience que devraient avoir les humains, c'est des instincts de guerre en permanence pour de l'énergie, pour de la nourriture, pour un terroir, pour un territoire. Ça, c'est des instincts, j'allais dire, bassement animaux. Tant qu'une civilisation, tant qu'un groupe de gens se comporte de cette manière-là, ben, elle n'a pas fait une civilisation, elle ne fait pas une humanité. Elle ne fait pas des humains. Et Euh, ce qui va lui permettre de devenir ça, c'est la prise de conscience de ce qu'elle doit être, de ce qu'elle est au-dessus des autres animaux. Et cette prise de conscience se met en œuvre à travers le partage, qui est la plus belle expression de l'amour. La plus belle façon de dire qu'on aime quelqu'un, qu'on aime un peuple, qu'on aime son voisin, etc. Le partage, donner. C'est tout simple. Vous prenez trois personnes, vous les mettez ensemble, il y a un bout de pain à partager, et sur le partage, de façon équitable, c'est des gens qui s'aiment. Mais si vous prenez des chiens, vous leur donnez un bout de chien, un bout de pain, le plus fort va tout prendre. Ça, c'est vraiment les animaux. C'est les instincts animaux qu'il faut mettre à l'écart. C'est le partage vers quoi il faut aller. Et là, l'amour va s'illustrer, non pas seulement au niveau des pensées de paix, d'harmonie, de bonheur ici et là, souhaiter le bonheur à l'autre. Quand on souhaite le bonheur, c'est déjà une très grande chose hein, dans la méditation, de souhaiter le bonheur à l'autre, qu'il soit heureux, tout ce que vous voulez. Mais ça ne suffit pas. C'est l'acte qui vient euh, euh, concrétiser tout ça, la pensée et la parole. Et l'acte qui exprime l'amour à tous les niveaux, que ce soit individuel ou au niveau de la gestion des États sur la Terre, des grandes sociétés, c'est le partage, c'est l'amour. Et donc, pour moi, l'amour en politique serait de voir qu'est-ce que nous faisons du progrès scientifique et technologique. Je précise, progrès scientifique et technologique. Parce que le progrès, pour une civilisation, c'est de quitter l'état animal, bestial, pour devenir des êtres humains, des êtres au-dessus de la mêlée, des êtres d'amour, donc de partage, donc non violents. Lorsque les ressources viennent à manquer, nous n'avons qu'un demi-pain pour 10 personnes, chacun devrait avoir sa part. Et non que le plus fort, parce qu'il aurait développé des armes plus fortes, parce qu'il aurait une musculature plus forte, puisse s'accaparer tout le morceau du pain et dire que voilà, c'est la loi du plus fort gagne, la loi de la jungle, c'est comme ça la géopolitique, c'est comme ça la géostratégie, etc. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui n'est pas digne des humains. Que les puissances dites puissances comme telles aient les énergies nucléaires, aient les armes sophistiquées, etc., puissent s'accaparer toutes les autres ressources pour les autres, c'est exactement être un lion, un prédateur, qui, parce qu'il est fort, ben, il agresse tous les autres. C'est être un chien, c'est être un cabri. C'est ne pas être euh, un humain.
Et donc, c'est de faire aujourd'hui, pour que nous allions vers cette civilisation, cette société que préconise le paradigme, le partage, le progrès, que nous ayons une guidance, justement, humanitariste, c'est-à-dire qui rappelle aux gens en permanence pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour être heureux, donc pour le bonheur. Au niveau individuel, c'est le bonheur. Lorsque nous sommes 2, 3, 4, 50, 100 000 personnes ensemble dans une société, heureux, 50 personnes heureuses, ça devient le progrès. Le progrès, ce n'est pas tant d'avoir des ascenseurs, des téléphériques, des téléphones portables, du dernier cri, etc. Le bonheur, le progrès, de façon globale, c'est une société, c'est une civilisation de partage, une civilisation d'humains, où il y a absence totale de guerre, donc une civilisation, tout simplement. Je me suis souvent posé la question de savoir, est-ce qu'il y a déjà eu de civilisation sur l'histoire de la Terre? Est-ce que véritablement, ce qu'on apprend à l'école, les universités, en tout cas nous en Afrique, on a beaucoup appris de l'histoire de l'Europe, de la France. Ce qu'on a appris, les victoires d'un tel autre, etc. C'est ça la preuve que c'est une civilisation. La civilisation, c'est juste parce qu'on a construit des bâtiments et après on s'est étripé à longueur de journée, à longueur d'année. Toutes les grandes histoires qu'on nous présente comme telles sont les histoires de barbares, de violence, de guerre, de domination, d'écraser des gens, du génocide. Ce n'est pas trop dire. Et c'est ça qu'on appelle histoire, et c'est ça qu'on appelle civilisation. On dit que c'était une grande civilisation parce qu'elle aurait maté un maximum d'autres peuples. Non, justement. Si c'est ça que nous avons, s'il n'y a eu que ça dans l'histoire de l'humanité, s'il n'y a que ça sur la Terre, c'est qu'il n'y a pas encore de civilisation. Il faut qu'on y travaille. Et c'est là que le mouvement raélien vient avec ce concept important, avec ce travail important de faire en sorte que l'amour cesse d'être le grand absent de l'humanité. L'amour en acte, l'amour réalisé. Je répète, qui devrait se caractériser, mais principalement par le partage des ressources, tant au niveau individuel qu'à un niveau plus large, collectif, de société, de pays, d'État et de la planète. C'est pour ça qu'on doit conduire le monde vers un seul gouvernement de gens sages, donc des gens qui savent c'est quoi le bonheur, intelligents, et qui vont faire que chacun, partout où il serait, aurait droit à la vie, même lorsqu'il n'aurait pas l'intelligence qu'il faut pour vivre. Parce que dans une société, dans un peuple, il y a des gens, il y a toujours des débiles, des fous, des malades, des jeunes, des moins jeunes, des vieux, qui n'ont pas toujours l'énergie euh, pour être dans la société au même niveau que tout le monde. Mais faire en sorte que toutes ces personnes, qu'elles soient génies, qu'elles soient attardées, que toutes ces personnes-là aient ce qui leur permet d'être des humains, les ressources qu'il faut. Et sur la Terre, ce ne sont pas les ressources qui manquent. Ce n'est même pas la vertu qui manque. La vertu, dans les discours, qu'est-ce qu'on en entend? Il y a des gens même qui pratiquent la vertu au niveau individuel, ici et là. C'est au niveau collectif, c'est dans l'organisation. On nous donne l'impression qu'on ne peut plus se défaire du capitalisme. Et que c'est comme ça, il faut être le premier de la classe, il faut être le plus fort, il faut être le gagnant. Il y a des gagnants et des perdants. Mais quand il y a un gagnant, celui qui perd, c'est quoi? N'est-ce pas la mort? N'est-ce pas l'avoir tué? Lorsqu'on dit que on a gagné tel marché, est-ce qu'on n'a pas écrasé des humains? Pas seulement des humains, parce qu'en général, quand on tue des humains, on tue aussi derrière des animaux, des végétaux, un écosystème, etc. Ces concepts doivent disparaître. L'amour, c'est le partage où chaque individu étant unique, de permettre à chacun de s'exprimer. Et l'expression, c'est le bonheur. L'expression du code génétique, le bonheur de chacun. C'est pas un bonheur qui est stéréotypé, qui a des critères, qui aurait des critères pour tous. On va dire, on est heureux qu'on atteint le bonheur lorsqu'on a telle maison, telle voiture, tel téléphone portable, etc. Non, c'est à chacun. C'est individuel. Il n'y en a pas deux qui sont heureux de la même manière. Et de faire en sorte qu'on en arrive là, eh bien,
c'est une guidance. Euh, pour prendre les mots du paradisme, les mots de Jean-Pierre que j'aime bien, guidance humanitariste, c'est-à-dire que qui va être au-dessus de toutes les stratégies politiques que nous connaissons, qui ne sont des stratégies que de guerre, que de violence, que de barbarie. Et ça, c'est fondamental. Et il faut que nous, Raéliens, nous puissions nous mettre au-dessus de ça, de, de ces attitudes euh, qu'on a lorsqu'on est dans un pays. On pense qu'à un certain moment, il faut défendre le drapeau des USA, il faut défendre. Le drapeau du Congo, il faut le défendre. Non, il y a, il y a une seule chose qu'on doit défendre, c'est l'humanité, c'est la civilisation. Et la civilisation, c'est des hommes et des femmes d'amour. Donc, qui partagent. Ils partagent les ressources. Il n'y en a pas assez, on partage le peu qu'on a. Il y en a beaucoup, on partage. Tout le monde n'aura pas besoin de la même quantité d'énergie, d'argent, de nourriture, etc. Il y en a qui en voudront plus. S'il y en a, ben, qu'on le leur donne. Il y en a qui auront besoin du peu pour être heureux, ben, qu'ils prennent. Mais qu'il n'y en ait pas qui manquent. Il n'y en ait pas qui euh, soient privés parce qu'il y aurait des plus forts, les plus puissants. Le partage, les ressources, c'est pas seulement le pétrole, les mines, ou je ne sais quoi, mais c'est aussi les savoir-faire. Chacun avance. Il y en a qui, ici, dans un petit coin de quartier, qui travaillent et qui comprennent plus rapidement comment faire ci pour avoir, par exemple, pour faire pousser un arbre plus vite. Il dit, ah ben super, on a besoin d'avoir des ressources, les arbres nous permettent de vivre. On va partager ce savoir-là à tous pour que, eh ben, que ce soit plus facile pour tous, que le maximum soit à être heureux. Sinon la totalité. Aujourd'hui, nous en sommes à un niveau de science et de technologie, donc de technique, de pratique, de savoir et de savoir-faire, qui devrait permettre à, aux 8 milliards, même plus, d'être heureux, même sans travailler, puisque nos technologies nous permettent aujourd'hui de fabriquer des robots, de fabriquer des machines, de faire des basses besognes sans qu'il y ait des gens qui soient en train de souffrir. Le travail, au sens traditionnel, c'est de l'esclavagisme, c'est de l'esclavage. Hein, ici, je le dis souvent dans mes classes, moi j'enseigne les sciences et les technologies, et je dis dans mes classes que ce n'est pas la volonté de quelqu'un. Hein. C'est, voilà, lorsque la traite négrière a été abolie, que c'était parce qu'il y a des gens de bonne volonté dont la vertu avait atteint un summum, mais puis ils ont dit, mais voilà, non, non. Ces personnes-là, oui, il y en avait, c'est sûr, mais elles étaient dans un contexte politique tel qu'elles ne pouvaient pas s'exprimer. Mais il est arrivé que euh, les technologies ont permis d'inventer les machines thermiques. Regardez bien la période, les machines thermiques, eh ben, elles étaient plus efficaces que les esclaves. Elles sont devenues tellement plus efficaces que les bœufs, que les chevaux. Et donc, ben, on a déclassé cette technologie-là. Parce que si on a esclavagisé des gens, si on continue d'esclavagiser les gens, c'est juste pour dompter l'énergie. Hein. C'est une technologie qui est apportée. On dit, bon, écoutez, nous sommes supérieurs, et donc vous devez travailler pour nous, et puis vous devez être esclaves. Mais lorsqu'on a eu la technologie qui faisait qu'on n'avait plus besoin d'utiliser des humains, euh, euh, des animaux, eh bien, on a délaissé les chevaux. Même si les machines aujourd'hui, on continue de mesurer leur puissance en chevaux, on a délaissé les bœufs, on a délaissé les esclaves, et c'est des machines thermiques, les moteurs des avions, des voitures, etc. Et donc, la technologie a permis de libérer euh, ou de conduire des gens vers un peu plus d'humanité. Et aujourd'hui, nous en sommes à un niveau de technologie qui peut faire que nous libérions totalement euh, les êtres humains de la planète Terre des instincts animaux. Un petit calcul, on le fait, on regarde, on dit c'est possible. Alors, pourquoi on continue de faire la guerre? Pourquoi on se bat pour le pétrole? Alors qu'il y a des gisements qu'on découvre tout le temps, tout le temps. Même le pétrole seulement, si on avait seulement utilisé le pétrole, il n'en manquerait pas. On fabriquerait tout ce qu'il faut pour nourrir tout le monde, pour mettre tout le monde à l'aise. Encore que, on n'a pas besoin de maisons individuelles pour être heureux. Pas du tout besoin. Aujourd'hui, chacun veut construire sa maison, veut avoir sa villa, ici et là, partout. Ici, au Congo, en tout cas, c'est le cas. Mais en réalité, on n'a pas besoin de ça pour être heureux. Les maisons communes, et dans les messages, c'est bien clair, hein. Chez les Elohim, c'est une maison commune. Tu as un petit coin où dormir, et puis tout le reste est formidable.
des piscines partout, l'air conditionné partout, etc. Mais tu as besoin de quoi? Un petit coin d'orbire, faire l'amour, tu peux manger tout ce que tu veux partout, mais c'est réalisable aujourd'hui sur la Terre. Une construction des gratte-ciel, une construction des barrages terribles. On pourrait même aller construire des maisons sous l'eau, donc sans emmerder l'environnement qu'on aurait ici, etc. Et alors, pourquoi ne le ferions-nous pas? C'est donc de conduire les gens vers ça. Comme les instincts de protection, les instincts animaux dominent, parce qu'on ne sait pas en réalité, les gens ne savent pas que nous avons atteint un niveau de science et de technologie qui peut faire que on peut maintenant dormir en paix, qu'on ne va plus manquer de nourriture, qu'on ne va plus manquer d'énergie, qu'on aura tout ce qu'il faut pour être en bonne santé. Ils ne le savent pas. Et puis, ils ont réalisé des stratégies létales, on va dire comme ça, pour massacrer les uns euh, au profit des autres. Voilà un peu de façon globale, hein. Je ne sais pas si j'ai répondu précisément à la question qui m'a été posée, mais en tout cas, en ce qui me concerne, c'est les 5 piliers du paradigme. J'allais dire, on aurait pu les résumer en un seul pilier, c'est l'amour. Mais pas un amour des bouts de lèvres, pas un amour des méditations seulement. Donc, parole, oui, c'est bien. Ça contribue à conscientiser ce que nous sommes en train de faire. Penser aussi, oui, c'est bien. Ça contribue à conscientiser. Mais qu'on passe à l'acte. C'est Depuis sûr. chacun, là où il est, jusqu'au groupe. Voilà. Oui, Jean-Pierre. Oui, ben, tu as brossé un tableau qui est remarquable. J'aime beaucoup. Puis, Marilyn me faisait une remarque tout à l'heure en t'entendant. Euh, on parle des droits de l'homme, mais les droits de l'homme, ils sont nés en Afrique, à Kama. C'est ça qui est extraordinaire. On oublie de le dire. Hein, la charte du Mandé, c'est le début des droits de l'homme. Et c'est le peuple, le Kama, qui l'a déjà fondé. Ensuite, c'est parti en Amérique et puis c'est revenu à l'échelle planétaire. Mais le contenu de la charte de Mandé, c'est véritablement de l'amour, quoi, hein. C'est ça qui est extraordinaire. Tu l'as pas évoqué, mais il est bon de le rappeler, hein, que les droits de l'homme viennent déjà en essence de Kama, avant que la colonisation ne soit là. C'est Oui, extraordinaire. oui, formidable. Bon, mais la question aujourd'hui en tant qu'humain, ce n'est pas tant qu'on soit les premiers à avoir engendré. Non, peu importe, c'est Non, pas ce que je veux dire. Mais oui, ce que je veux dire, c'est que on oublie justement les richesses de certains pays, hein, par manque d'amour aussi. c'est ça, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ça c'est la force de Kama, c'est pour ça que, bon, j'ai pas envie de m'inscrire dans ce que j'ai entendu décrier, mais peut-être qu'il y a eu des civilisations ici. Parce que l'histoire des guerres meurtrières, de grandes guerres, en Kama, c'est un peu difficile à trouver. Mais en tout cas, cette charte-là, et l'Empire du Mali en particulier là-bas, a souvent exprimé un haut niveau d'humanité. Lorsqu'on avait des richesses, on partageait. Lorsqu'on avait trouvé quelque chose de merveilleux, on partageait. Un savoir, on partageait. Tout le savoir, hein, on va dire aujourd'hui, quand on regarde bien l'histoire de l'humanité, sur tous ces débats-là que nous avons, ben, le savoir, beaucoup du savoir en sciences, etc., vient de Kama. C'est-à-dire qu'on a partagé, quoi. Il n'y avait pas de protectionnisme. Hein. On dit Pythagore, ben, il est venu voir en Égypte. On dit, je sais pas quoi, en Alexandrie, je sais pas quoi, etc. Tous, les Grecs, les Romains, l'Afrique, quoi. Enfin, pas l'Afrique, quoi, mais des gens, des humains de cette époque-là, Eh oui. qui voyaient les choses peut-être en humain, je ne sais pas dire, je n'ai pas tous les éléments, mais en tout cas, c'est ça qu'il nous faut. Aujourd'hui, vous voyez, même une petite technologie, j'en parlais il y a 2 jours, euh, comme maîtriser un peu le petit tuyau que les gens utilisent pour aller prendre le pétrole. Vous allez dans les entreprises qui font le pétrole, là, où, je suis enseignant de mécanique, je voudrais avoir les caractéristiques de ce petit tuyau-là qui permet de mettre le trépan et d'aller prendre le pétrole sous terre. On vous dit non, on ne donne pas. Secret défense. Ou bien c'est recherche et développement, c'est la concurrence. On ne partage pas le savoir. Des choses qui pourraient aider à fabriquer pas seulement des puits de pétrole, peut-être des puits d'eau dans les endroits où l'eau, comme le désert, etc., est difficile à prendre en surface. Non, on ne peut pas partager. On ne veut pas que d'autres sachent.
C'est ça, le grand absent. Et ça, c'est au niveau politique. Évidemment, les politiques le disent. En politique, il n'y a que les intérêts, eh bien, il n'y a pas le truc. Il faut qu'on tue le capitalisme depuis nos têtes jusqu'à ce que nous disons autour de nous, qu'on tue le capitalisme, qui nous éloigne de l'humanité, qui est barbarie, qui est violence, qui est nous garder au niveau animal, comme des prédateurs, tout simplement. En réalité, quand on regarde le capitalisme, on est prédateur. Pourquoi vous vendez du pain et il faut que vous ayez une plus-value sur le pain? Elle viendrait d'où, cette plus-value? Comment on fait pour la calculer? Parce que quand on mange, tu prends de l'énergie, hein, et puis tu dépenses cette énergie-là. Après, il faut reprendre la même énergie. Dans tous les cas, tu vas toujours vieillir. Mais cette plus-value-là, elle vient d'où? Pourquoi? Pourquoi on doit faire des réserves qui n'en finiraient jamais? Vous allez passer toute votre vie, ça ne finirait jamais. Pourquoi? Et pourquoi certains doivent pouvoir faire des réserves pour 50 000 générations à venir et d'autres qui sont là devraient mourir, alors que les énergies, la nourriture, les technologies, les savoirs, tout est là, la culture, etc. C'est ça qu'au niveau politique, vers ça qu'on doit aller. Et donc, il faut bien cibler les problèmes. Le grand problème que nous avons aujourd'hui, même nous en tant que Raéliens, le grand problème que nous avons, c'est que nous sommes d'accord avec le capitalisme. Et nous faisons des affaires, nous voulons vendre, nous voulons acheter, nous voulons gagner. Ah, c'est un gagnant. Et le plus souvent, on prend des exemples de gagnants, des gagnants qui écrasent les autres. On prend ces grands capitalistes. Même Elon Musk, ce qu'il fait, oui, il y a de la technologie dedans, etc. Mais pourquoi il gagne pourquoi gagne-t-il seul tous ces milliards? Je veux le savoir que c'est pas lui qui a inventé tout ça, c'est des gens qui travaillent. Et ceux qui travaillent même, qui ont même engendré ces savoirs-là. Mais ils n'ont pas ce qu'il a lui. Il leur donne les salaires qu'on pourrait dire de misère. C'est toujours comme ça. C'est de la méchanceté, c'est du vol, c'est de l'égoïsme. C'est pas de l'humanité. C'est pas une civilisation. Même lorsqu'on fabrique des fusées pour aller en orbite, euh, aller sur Mars ou je sais pas quoi, tant qu'on ne serait pas à partager, à faire en sorte que votre voisin, votre frère, votre lointain, humain, ait les mêmes conditions que vous, parce que tous des humains, nous sommes tous frères et milieux, nous sommes tous frères et situés entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, eh ben, on n'est pas les humains, quoi. On n'est pas une civilisation, quoi. Nous sommes, euh, nous sommes ben, des animaux qui ont malheureusement une intelligence qui leur permet de fabriquer des armes sophistiquées. Le progrès scientifique aujourd'hui et technologique se mesure à la capacité d'aller frapper son voisin. C'est cela. Et les plus forts en ça, une fois qu'ils ont développé ces technologies-là, ils empêchent les autres qui sont encore faibles, même lorsqu'ils auraient l'intelligence, le savoir-faire, de réaliser ce qu'ils ont réalisé, mais ils empêchent, ils mettent des règles. Pourquoi les Nations Unies? Est-ce que tu aurais été censuré là? Non, il y a des mots qui sont peut-être pas nécessairement à dire, si je comprends bien. Même la télé, l'Internet te coupe, c'est terrible. Ananta, profites-en, dis-nous un peu quelle est ta vision après ce fantastique panorama que nous a donné Chilik. Ce monde Ah, politique. effectivement. Écouter Tchelik, moi je peux l'écouter des heures, mais il est passionné, il est passionnant. J'avoue que moi, je sais plus quoi dire après, après lui. Moi, j'aime beaucoup quand, peut-être je vais insister sur ce point-là, qui est en plus le sujet d'aujourd'hui, c'est que des fameux cinq piliers du paradisme, on voit un peu les dessins derrière moi là, avec bah, celui d'aujourd'hui, l'amour. On pourrait voir ça dans notre tête un peu comme un arbre, et comme l'a dit Tchelik fort justement, le pilier central, le tronc central de l'arbre, c'est l'amour. C'est-à-dire que les autres quatre piliers, ou les quatre autres piliers, euh, pourront pas prendre naissance et s'épanouir avec des branchages, des feuillages, si le tronc principal de l'arbre, qu'est l'amour, n'est pas en place. Donc ça doit vraiment être la première démarche d'un esprit paradiste, entre guillemets, si on peut utiliser. On commence à donner du vocabulaire autour du paradisme, hein, on crée du vocabulaire. Ça doit être effectivement l'amour. Et je reprends ce que Tchelik
nous exposait là au début de son entretien. Dans les messages transmis par nos créateurs, donc extraterrestres, les Elohim, au dernier des prophètes, Maître Israël, il est bien écrit que l'amour, c'est avant tout faire passer le plaisir, le bonheur de l'autre, même avant le sien. Vraiment, aimer, c'est vraiment donner et donner sans rien attendre en retour. Et j'ai beaucoup aimé dans ce que Tchélek a dit par rapport au partage. Et effectivement, et ça va rejoindre ce que sera le collège de guidance. Je préfère le terme, comme tu l'as dit, Jean-Pierre, guidance humanitariste à gouvernement mondial, parce que le gouvernement mondial, ça nous ramène quand même quelque part à une connexion au niveau vocabulaire avec la politique actuelle qui est absolument absente d'amour. La guidance humanitariste, on y pose vraiment le tronc central du paradisme, c'est-à-dire l'amour, et où ces gens-là, qui seront donc à ce collège de guidance, donc déjà c'est un collège, ça évitera qu'il y en ait un qui prenne les pleins pouvoirs, qui disent je suis le roi, le chef, Jupiter, c'est moi qui décide et vous faites ce que j'ai dit. Là, non, c'est un collège, mais c'est un collège de personnes qui seront avant tout, avant leurs compétences spécifiques, qui sont pleines de l'amour du prochain, du lointain, c'est-à-dire de l'amour de chaque être humain composant l'humanité. Et le seul objectif de ces personnes-là sera de faire passer le bonheur, le bien-être avant leur propre. C'est-à-dire que là, on n'est plus du tout ni dans l'ego, ni dans le pouvoir, ni dans l'attrait de l'argent. Là, on rejoint à nouveau, bah oui, ce capitalisme qui est en train de mourir et c'est très bien. Là, on est vraiment dans le paradisme. Je fais passer le bonheur, le plaisir, le bien-être des autres avant même le mien et quand bien même j'aurais une place, entre guillemets, peut-être plus, entre guillemets, haute au niveau de la guidance de l'humanité. Voilà ce que je peux rajouter. D'accord. Quelque chose avait été dit là justement par Chilik tout à l'heure, et il l'a survolé, c'est le cas de le dire, quand il parlait donc de l'exploration spatiale avec la fabrication des fusées. Il faut rappeler une des phrases que les Elohim nous donnent, qui est fantastique, et que chaque politique, chaque politicien devrait avoir vraiment en mémoire en permanence. C'est aucune humanité ne peut sortir de son système solaire si elle n'a pas, avec les moyens dont elle dispose, si elle n'a pas maîtrisé ces démons qui l'animent. L'égoïsme, la haine, la colère, la domination, enfin tout ça, ces démons, si elle n'a pas maîtrisé ces démons-là, elle s'auto-détruit. Ça, c'est un message qui est fort et ils parlent d'expérience puisque eux naviguent dans l'univers, ils voient les civilisations grandir, ils ont vu les civilisations qui ont toutes été créées par d'autres avant eux et qui ont grandi, qui ont fait leur chemin initiatique et qui ont fait qu'à un moment donné, la technologie, la science est arrivée dans leurs mains et puis ont pu faire ce qui était tout à fait naturel, c'était de partir dans l'espace, mais partir avec quel état d'esprit? Est-ce que c'est avec amour ou avec domination? J'aime beaucoup là ce sur quoi tu attires notre attention, Jean-Pierre, parce que dans la cinématographique, bon, essentiellement américaine d'ailleurs, les extraterrestres sont toujours méchants. Ils viennent de très loin pour attaquer la planète Terre et détruire l'humanité. Bah, quand on voit l'état de notre humanité, est-ce qu'il y a besoin de faire appel à des extraterrestres méchants pour venir détruire l'humanité? Je crois qu'on s'en On s'en charge nous-mêmes, c'est sûr. charge bien tout seul. Mais j'aime beaucoup que tu rappelles ça, c'est qu'effectivement, une humanité qui est capable de se déplacer dans l'espace a dompté des énergies puissantes qui, parallèlement à ça, ont fait qu'ils ont dompté, si l'on peut dire, leur agressivité et qu'obligatoirement, ils sont pacifiques. Donc, c'est important de pouvoir tourner les yeux vers le ciel en se disant que de toute manière, le jour où il y aura un contact, alors je déborde un peu du paradisme là, mais le jour où il y aura un contact avec une civilisation qui vient d'ailleurs, qui vient des étoiles, elle sera obligatoirement pacifique. Et j'enchaîne d'ailleurs avec, j'étais en train de regarder d'ailleurs un film hier soir sur ce sujet. On est en train de répéter, enfin bon, le- le cinéma, les productions américaines, mais essentiellement américaines d'ailleurs, c'est peut-être expliquer que c'est le pays le plus dangereux de la planète. Par rapport à l'intelligence artificielle, ça y est, alors l'intelligence artificielle, on commence à en parler
beaucoup dans les médias, voilà. Donc, comme le disait Tchelik, il commence à y avoir une certaine éducation de la population par rapport à ça, hein. Il y a quoi? Il y a 3 4 ans, on parlait d'intelligence artificielle, les gens disaient, c'est quoi ce truc-là? Et ben là, alors l'intelligence artificielle, comme on commence à en parler, ça y est, elle est dans les films, elle est dangereuse. Elle veut détruire l'humanité. Alors c'est pas stupide parce que l'intelligence artificielle, c'est de la science-fiction, hein. J'espère que ça restera de la science-fiction. Se rend compte que l'humanité est malsaine, elle est méchante, elle détruit ses propres semblables, elle détruit les animaux, elle détruit les végétaux, elle détruit la planète. Donc, bah, résultante, l'intelligence artificielle va chercher à détruire l'humanité qui cherche à détruire l'humanité. Mais il y a toujours un côté, l'intelligence artificielle serait comme les extraterrestres, méchants qui voudraient détruire l'humanité. Hmm. Euh, Ben ça, c'est le profil, effectivement, enfin, la vision des peuples, justement. C'est ce que évoquait tout à l'heure Chilic, la notion du capitalisme qui a fait que on est rentré dans une situation, une civilisation, une humanité qui n'est pas encore humanité, qui cherche toujours à dominer ses semblables. Hein, c'est ça la grosse problématique. D'où, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, si on est prêt à partir dans l'espace et qu'on parte avec cet héritage-là, si jamais la nature ne faisait pas cette sélection naturelle, on serait un cancer pour l'univers. Hein, on irait porter la colonisation, le mal et autres. Christophe Colomb qui arrive en Amérique et qui extermine les peuples là-bas avec ses suivants. Donc, ça ne peut pas se faire du côté de l'univers parce qu'il y a une sélection qui est là, qui se fait et qui fait que l'individu lui-même, la société humaine, s'autodétruira si elle prend ce chemin parce que si elle veut déjà dominer ses propres semblables avec cette technologie, eh ben, celui qui est en face, qui est attaqué, va utiliser aussi ces technologies et ça va être l'autodestruction. C'est ce qu'on est en train de commencer à percevoir aujourd'hui avec la politique qui est en train d'être menée par nos différents dirigeants sur la planète. Ils n'ont pas conscience qu'ils sont en train de nous entraîner vers l'autodestruction. Ou s'ils en ont conscience, c'est qu'ils sont fous et qu'ils veulent pratiquer la politique du scorpion, hein, l'autodestruction. Je ne sais pas qu'est-ce que ça peut être dans leur tête, mais les peuples là, les peuples qui regardent tout cela, pourquoi acceptent-ils? Pourquoi s'endorment-ils? Pourquoi sont-ils des somnambules? Ça, c'est aussi une question. Chilik, tu peux nous parler un petit peu de l'humanité, là, qui est endormie et qui pourrait peut-être quand même se réveiller, elle aussi? Ça va, on m'entend? Oui, J'ai été éjecté tout à l'heure. oui, j'ai vu ça dès que tu as parlé des États-Unis. Ah bon, ça marche. Euh, L'humanité, oui. Aujourd'hui, ben, je pense, hein, il faut qu'on détruise l'argent. Et c'est l'objectif du message, hein. Je pense que la monnaie, demain, il faut qu'elle disparaisse. Parce que c'est devenu le grand maître. Et il éloigne chaque être humain de son humanité. Et parce qu'en même temps, on doit vivre, on doit avoir un endroit où dormir, etc. Mais en même temps, on doit se battre contre ce qui te permet de vivre. Ça devient difficile. Et donc, c'est au niveau politique, au niveau de la guidance, qu'on doit prendre des décisions courageuses. Et là, il faut un travail parce que les gens sont, j'allais dire, naturellement bons. Tant qu'il y a l'harmonie dans un milieu, tant qu'il y a l'énergie qu'il faut, tant qu'il y a la nourriture qu'il faut, même dans un foyer, des frères et sœurs, ils sont dans la même maison. Tant qu'il y a la nourriture pour tous, il y a le confort pour tous, il n'y a pas de bagarre. On est bien, on pense à l'amour, on pense au bonheur. Mais dès lors que les ressources viennent à manquer, c'est fini. Deux frères vont s'étriper de la même maison pour des questions de ressources. C'est la même chose. On ramène ça à un niveau plus grand, c'est exactement la même chose. Et donc, il faut regarder les choses à ce niveau-là. Qu'est-ce qui fait? Nous avons les ressources qu'il faut, très bien. On les partage. Mais on doit les partager avec quoi? Comment? Il faut repenser comment nous gérons l'économie mondiale. Il faut tout repenser. Et l'objectif doit être, mais d'abolir l'argent pour que le partage soit
euh, plus équitable, plus juste. Et les Elohim nous l'ont conseillé dans les messages. L'argent, non. Il faut qu'on s'en éloigne. Pour qu'on regarde. Comment on va gérer la société? Comment on va gérer nos villes sans argent? Qu'est-ce qui va faire que les gens vont faire du travail et lorsqu'ils font des choses, que ces choses-là soient belles? Parce qu'on nous dit aujourd'hui, les belles choses, c'est le luxe. Il faut payer cher pour avoir les bonnes choses. Pourquoi il y en a qui font des bonnes choses, il y en a qui font des choses qui ne sont pas bonnes, euh, alors que, bon, normalement, chaque être humain a son art, a une technologie, a une culture qui lui permet de briller en tant qu'humain et de contribuer à la société quelque part. En général, les pacotilles sont fabriquées par des entreprises qui payent mal les gens. C'est connu. Et ben, ils fabriquent de la pacotille et puis ils multiplient ça. Ça se distribue plus facilement. Et du coup, le protectionnisme fait que les choses qui sont de bonne qualité vont coûter très cher. Ça fait une injustice. Donc, il y en a qui peuvent avoir des choses de bonne qualité et d'autres non. L'argent. Il faut abolir l'argent. Ça fait partie, si vous voulez, des éléments à mettre en œuvre au niveau politique pour en arriver à l'amour, au niveau de tous, au niveau de chacun. L'argent. Il faut donc réfléchir à comment on fait avec tout ce que nous avons, comment on fait pour sortir de la monnaie, comment on fait pour sortir de l'argent, comment on va redéfinir les échanges au niveau, n'est-ce pas, de la planète. Ça, c'est quelque chose de formidable. Et on doit y penser. Faut pas qu'on pense, faut pas qu'on dise, qu'on se dise, ah ben non, le système est comme ça, c'est plus fort que nous. Non, faut qu'on commence quelque part. Mais qu'on le dise avec force. On ne le dit plus assez. On ne Mais le dit plus assez. avec ce que tu es en train de dire, quelque chose naturellement va arriver aussi. Tu parlais tout à l'heure donc de la technologie qui est en train de se développer à vitesse grand V, les robots et tout cela. Ils vont prendre de plus en plus, heureusement, la place de travail, les postes de travail des humains. Et dans les messages, RAL nous le dit, l'objectif dans le paradisme, ça va être d'apprendre et de comprendre que à un moment donné, ben, il n'y aura plus personne qui ira travailler, il n'y aura plus d'humains au travail. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de salaire. Alors c'est amusant de penser à ça, parce que s'il n'y a plus de salaire, il n'y a plus de possibilité d'achat dans cette société mercantile, ce qui fait que les gens qui auront produit énormément avec des robots et ne pourront plus vendre leur matière, puisque plus personne ne peut l'acheter. Ça sous-entend donc que quelque part, là, de par la force des choses, l'argent va devoir disparaître. Et Raël nous dit, là, dès qu'il n'y a plus de poste de travail humain, l'argent n'a plus de raison d'être. Et c'est une voie qui va se faire naturellement en laissant développer le progrès, si on veut laisser développer le progrès, bien sûr, pour ça. Hein, je me rappelle très bien une anecdote que je rappelle souvent, c'est qu'un jour, dans une grande conférence d'entreprise, une responsable des ressources humaines, à la question que je lui posais, mais quand on va ne plus avoir comment dire, quand on développe la technologie à outrance dans les entreprises, il va se passer quelque chose, c'est qu'on va plus avoir de poste de travail, mais on va freiner, c'est ce qu'elle me disait, on va freiner le développement de la technologie parce que sinon ça va créer des grands incidents sociaux. C'était amusant cette réflexion. Elle ne pensait pas qu'on pouvait dégager l'homme comment dire, du travail, mais elle pensait que ça, il fallait que les gens travaillent pour que leur donner une raison sociale de vivre, et puis ne pas avoir d'incidents sociaux. C'est ça qui était c'était à mourir de rire, quoi. Mais là, avant qu'on arrive à cette comment dire, cette robotisation totale, et comme tu le dis, tu dis qu'il faut qu'on réussisse quand même à faire penser à cette notion d'argent qui n'est plus vraiment, il n'est plus d'actualité si on veut vraiment vivre, quoi. Ça devient obsolète. Comment faire passer ce message à une humanité qui est embrigadée dans ça, et puis qui est conduite par des gens qui, eux, veulent que ça perdure. Quel est ton avis là-dessus? Oui, c'est. Mais j'ai commencé à le dire, hein, c'est un travail mais énorme, colossal. Hein. Alors, le travail, moi j'aime le nuancer. Parce que, alors, ben, je suis physicien. Hein, la définition en physique du travail, c'est la conjugaison d'une force par un déplacement. Bon. Et donc, même parler, jouir, faire l'amour, c'est travailler. Oui. Quand on le regarde comme ça,
On nuance un peu en disant le travail qu'on combat au mouvement raélien, c'est le travail avilissant, c'est le travail qui exploite l'homme par l'homme. C'est le travail qui voudrait qu'il faut qu'on fasse des choses pour se nourrir. Ce travail-là, non, c'est mal dit. Parce qu'il y en a qui font des choses qui permettent à d'autres de se nourrir, de vivre, mais pour eux ou pour elles, ces personnes, c'est un loisir. Il y a plein de gens qui, par loisir, travaillent. Mais ce n'est pas du travail parce que c'est pour eux un loisir, ça participe à leur bonheur. Parce que chacun d'entre nous a une aspiration profonde à faire des choses qui vont plaire d'abord à soi-même, à d'autres, qui vont même aider d'autres. J'ai une Et donc, activité plaisante. c'est ça. C'est donc vers ce travail-là qu'on irait. On va travailler, non pas parce qu'on serait obligé de travailler, comme on dit, travailler pour vivre. On va travailler parce que ce serait un loisir, mais on ferait des réalisations qui nous permettraient de nous épanouir. Parmi ces réalisations, il y aurait le- de nouvelles technologies pour lever l'inquiétude de celles qui s'inquiétaient du travail si on arrêtait que la science, que les technologies veulent progresser. Mais si, il y en a qui sont enfermés dans des laboratoires par plaisir pour faire avancer la recherche technique, scientifique, etc. Ça marche. Et donc, alors, c'est un grand défi. C'est un grand défi. Et au niveau du mouvement railien, je dis souvent, euh, nous sommes sur ce terrain depuis bien longtemps, déjà à travers cette émission, de parler, mais avec force, de ce que c'est possible et de sortir de ce que les gens pensent que c'est de l'utopie, qu'on ne pourra jamais avoir un travail ou une civilisation, une société où il n'y aurait pas le capitalisme, qu'il faut toujours qu'il y ait du gain, que c'est de l'utopie. Si on peut le penser, nous sommes les seuls êtres à le penser, c'est qu'on peut être au-dessus des animaux qui vivent le capitalisme. Parce que les animaux, en fait, sont des capitalistes. Les chiens, les moutons, c'est des capitalistes. Nous, on peut être différents de ceux-là. On le pense, on le conçoit. Il y a des anciens qui l'ont fait. Hein. C'est Charles Fourier qui avait pensé à une société où il y aurait des, des grands groupes sociaux où ben, les gens feraient ce qu'ils vont, ce qu'ils veulent, etc. Où il n'y aurait pas de salaire, où il n'y aurait pas d'argent, ou bien un salaire minimum pour tous, etc. Ça peut commencer par ça. Pourquoi? Alors, je ne sais pas en France comment ça se passe, mais je sais que les chefs d'entreprise en France gagnent 100 000 fois plus qu'un ouvrier agricole, par exemple. Pourquoi? Qu'est-ce que le chef d'entreprise fait en termes de dépenses d'énergie, etc., pour que lui, parce qu'il fait ça, qu'on lui donne tant de milliards par année, et le technicien agricole, ben, c'est à peine qu'il peut joindre les deux bouts du mois. Je parle de la France. Pourquoi? Pourquoi un chef d'entreprise de Total en France gagne-t-il autant d'argent, autant de fois plus que le plus grand mathématicien de France que je connais, Villani? J'ai fait le calcul. J'ai fait le calcul. Il a à peu près quoi? Il a à peu près 6 000 euros euh, par mois, alors qu'un chef d'entreprise, celui de Total, doit avoir quoi? 60 000 euros. Pourquoi? Voilà la question. Donc, aller vers ce que nous recommande la géniocratie, un salaire minimum pour tous, ceux qui travaillent comme ceux qui ne travaillent pas, ceux qui sont malades comme ceux qui sont en forme, tous. Qu'il y ait des différences dans les salaires, oui, mais une différence qui tiendrait compte non pas du marché. Parce qu'aujourd'hui, on dit comme c'est rare, ça doit coûter cher. Non, mais de l'énergie qu'on met en œuvre et puis de ce qui pourrait encourager certains qui feraient des travaux juste pour servir l'humanité, de les encourager. Il y avait être au service de l'humanité. Et là, je parle de l'humanité globale, pas seulement celle de la Terre, de l'humanité de l'univers. Un grand chef comme Yahvé, quand ils doivent venir sur la Terre, quand ils doivent, sur notre planète, décider de venir sur la Terre, mettre en mission quelques hommes de la Terre pour aider à faire ci ou à faire ça, mettre en mission euh, notre prophète bien-aimé Raël, c'est lui-même, le président du Conseil des Éternels, qui vient dans une petite pirogue
qu'on ne voit pas. La soucoupe volante de Yahvé, ce n'est pas le cortège de Joe Biden, c'est une toute petite, à l'échelle, on pourrait dire, de leur technologie, mais c'est une pirogue. C'est humble, c'est tout petit. Ça va dans une petite forêt, dans le cratère d'un volcan éteint. On ne le voit pas. C'est à peine qu'on le voit. C'est Raël seul qui le voit. Tout petit. Et il vient lui-même au service de l'humanité. Et là, il laisse son peuple là-bas et il vient. Et on dit, le président du Conseil des Éternels, les Éternels chez les Elohim, c'est pour s'occuper des autres. Ils sont au service des autres. À eux, on peut leur donner quelques privilèges. Voilà ce qui pourrait faire la différence des salaires. On pourrait regarder. Pourquoi un balayeur de rue, pourquoi un éboueur doit gagner des miettes et puis un ministre du gouvernement doit avoir euh, ce dont il a besoin pour vivre 50 vies de 50 ans. Donc, c'est de commencer par ça. Et sur la Terre, il y en a qui ont pensé que c'est faisable. C'est de l'organiser, c'est de trouver comment on peut l'organiser. Donc, ça pourrait commencer par ça. Regarder la question du salaire et ramener les salaires à quelque chose de médian, de moyen. Il y aurait quelques différences, oui, pour encourager ceux qui ne seraient pas encore en train d'être humains à faire quand même, mais que les choses soient telles que, eh ben, que chacun ait de quoi vivre et qu'il puisse penser à contribuer à l'humanité à sa manière. Parce qu'aujourd'hui, nos technologies, nos sciences, l'intelligence artificielle, les nanotechnologies, la robotique, tout ce que vous voulez, le permettent. Voilà, Jean-Pierre, ce que je pense, hein, ce Oui, qui pourrait être le chemin par lequel on pourrait aller vers l'abolition de l'argent. Commencer par un salaire pour tous, minimum, un vrai minimum, pas le SMIC. oui, Pas le SMIC, ce qu'on appelle une allocation universelle de bien-être. voilà, une allocation universelle du bien-être, de faire en sorte que minimalement, que tous nous ayons le confort qu'il faut, la nourriture qu'il faut, etc. Et puis, bon, voilà, on va s'exprimer. C'est une bonne conclusion que tu nous fais là, c'est super. L'heure est passée à une vitesse fulgurante. Marilyn est en train de me dire c'est l'heure, il faut qu'on arrête. Mais c'est merveilleux à vous deux, vous avez illustré vraiment cette notion d'amour remarquable. Je vous remercie vraiment infiniment. J'espère que nos abonnés vont se régaler aussi de vous entendre dans les enregistrements qui vont être faits, diffusés sur le net, sur YouTube, hein, dès ce soir. On va vous entendre un petit peu sur toute la planète francophone, tant mieux. Et puis, juste un petit clin d'œil, le paradisme, il ne dort pas, on avance, on fait avancer les choses à l'échelle planétaire. Tous les paradistes de la Terre sont en train de se mettre en action pour que justement cette idée d'un paradis sur Terre fabriqué à l'image des civilisations hautement évoluées de l'espace, qui sont des humanités, des véritables humanités, qui nous donnent leur exemple, ben, les paradistes sur Terre sont en train d'essayer d'illustrer tout cela. Pour me faire plaisir à moi-même, on a une constitution qui est en train d'être finalisée, la constitution donc du paradisme, hein, qui est un nouveau modèle de société, sera bientôt donc sur le net très bientôt, hein, pour ben, être pourquoi pas lu et puis peut-être les gens de pouvoir actuellement sensés et aimants vont peut-être pouvoir aller prélever des éléments de cette constitution pour le mettre en œuvre et faire en sorte, comme tu le disais, Chili, que de plus voir l'argent arriver et puis que le travail devienne une activité choisie et heureuse et pas une force d'esclavagisme comme on le connaît aujourd'hui. Voilà. Merci à tous les deux. Merci à nos amis et frères et sœurs raéliennes et les autres qui sont là à nous écouter. Et puis à tout bientôt. Le mois prochain, nous allons passer ben, à quelque chose que tu as évoqué aussi tout à l'heure, Chélix, c'est la notion de progrès. On va passer donc deux mois à traiter sur le progrès. Et puis ensuite, ça sera le partage dont tu viens de parler aussi. Et la guidance, eh ben, ça sera certainement dans ton domaine aussi à toi, Ananta, hein, de aussi parler de la guidance. Donc vous êtes invités vraiment avec beaucoup de chaleur à chacune de ces émissions. N'hésitez pas je dirais, à ouvrir la porte et puis venir parler. Hein, on sera très heureux de vous entendre. Merci à tout le monde.
c'est l'heure. On va fermer la boutique, comme on dit. Et puis, je vous souhaite un bon week-end et un bon mois. À bientôt. Ce sera beau, ce sera la terre. Il n'y aura plus de militaires. Il n'y aura plus de désert. Il n'y aura plus jamais de guerre. Les gens de tous les pays, jaunes, noirs et blancs unis, en se tenant par la main, auront supprimé la faim. Ce sera beau, ce sera la terre. Il n'y aura plus de militaires. Il n'y aura plus de désert.